Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7 et à Radio 7 aussi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Entretien, vous le savez, c'est l'analyse des questions d'actualité, c'est le décryptage de points qui assaillent l'actualité de la semaine ou du jour. Et là, le processus électoral dans notre pays, l'organisation du dialogue sont de points, en tout cas qui sont, je veux le dire, à l'ordre du jour. Tout le monde en parle. La communauté internationale fait pression pour que le délai constitutionnel soit rempli, respecté, je voulais dire. À l'intérieur, on a beaucoup de contraintes, notamment la CENI, qui visiblement ne sera pas en mesure de tenir son calendrier à cause de plusieurs facteurs. Voilà autant de questions qui se posent dans notre pays pour l'instant. Nous allons essayer d'en discuter avec notre invité de ce jour, comme nous l'avons fait bien sûr avec tant d'autres. Et là, nous avons Madame Angèle Makombo, qui est présidente de la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur Charlie. Et merci de revenir sur le plateau de Télé 7. C'est un plaisir pour moi, vraiment. Alors Madame, j'étais en train de dire que ce qui nous intéresse ces derniers jours, c'est d'abord le processus électoral. Et le processus électoral était piloté par un calendrier publié par la CENI depuis le mois de février. Et là, nous nous rendons compte que la CENI éprouve déjà des difficultés, notamment l'élection des gouverneurs, par exemple, de députés provinciaux était prévue au 25 octobre. Mais jusqu'à cette heure, on ne voit pas des signaux qui puissent démontrer que finalement cette élection aura lieu à la date prévue. Vous, en tant qu'acteur politique, et je précise que votre parti est de l'opposition, comment analysez-vous la situation actuelle? La situation actuelle, en tout cas, est une source de grande préoccupation pour nous à la LIDEC. Comme vous l'avez rappelé, l'élection des gouverneurs, d'abord des assemblées provinciales, devait avoir lieu en octobre prochain et les gouverneurs devaient donc avoir lieu un peu plus tard. Et il y avait également les élections locales prévues. Mais on a vraiment l'impression, et rappelez-vous, la CENI disait qu'elle était inflexible sur son calendrier, ce fameux calendrier électoral global. Oui. Mais nous voyons aujourd'hui que la CENI donne l'impression de ne pas savoir où donner de la tête, à tel point qu'elle a fait appel à la Cour constitutionnelle. Elle demande maintenant à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur l'élection des gouverneurs. Donc, toute la classe politique et les Congolais en général, nous attendons qu'est-ce que la Cour constitutionnelle va dire. Et certains spéculent d'ailleurs que la Cour va donner peut-être le feu vert au chef de l'État pour nommer les gouverneurs. Bon, mais attendons de voir. Mais tout ça, c'est très préoccupant parce qu'on se rend compte que la CENI ne tient pas son calendrier. Et si elle ne tient pas son calendrier, ça veut dire quoi? Que les autres élections vont être repoussées. Donc c'est aussi la grande inquiétude. Et vraiment le souci que nous avons tous, et la LIDEC en particulier, que les élections vraiment se tiennent dans les délais constitutionnels. Les élections se tenaient dans les délais constitutionnels, je le disais tout à l'heure, c'est la préoccupation notamment des envoyés spéciaux de l'Union européenne, l'Union africaine, des États-Unis et même des Nations Unies dans notre pays qui, à travers une déclaration, demandent à ce que les élections, notamment l'élection présidentielle et celle des députés nationaux, soient organisées conformément au calendrier électoral. Mais est-ce qu'on peut, au regard de ce que je viens de dire tout à l'heure là, est-ce que c'est faisable? Voilà la question. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, les élections, les autres ne sont pas, peut-être peuvent être reportées. Mais l'élection du président de la République, en fait, est-ce qu'on peut en faire une fixation? En tout cas, nous à la LIDEC, nous l'avons dit et nous l'avons écrit, je l'ai écrit personnellement, que nous tenions absolument que les délais constitutionnels soient respectés. Et nous avions dit aussi, quand le calendrier électoral global a été publié en février, nous avons salué la publication du calendrier, mais tout en reconnaissant qu'il y avait beaucoup de contraintes, et nous disions, nous voulions que les élections provinciales aient lieu pour qu'on puisse élire les gouverneurs, qu'on puisse élire les sénateurs en janvier prochain.
mais que nous demandions que les élections locales, municipales et urbaines soient reportées à 2007. Et nous étions aussi, vraiment nous appuyions la tenue des élections présidentielles et législatives selon les délais de la Constitution, donc à savoir novembre 2016. Novembre 2016, mais est-ce que depuis février jusqu'à maintenant, est-ce que, par exemple, l'opposition ou l'ensemble de la classe politique, vous n'avez pas, est-ce que vous avez vraiment joué votre rôle? Parce que vous devriez aussi, en tant qu'acteur dans le processus électoral, accompagner la CENI, voir qu'est-ce qui était fait au niveau de la CENI pour nous amener vers les élections. Maintenant que nous nous réveillons presque tous au même moment, vous ne voyez pas que vous avez aussi été responsable. Votre analyse n'est pas juste parce que nous, les partis politiques, nous avons d'ailleurs un cadre, un genre de cadre de concertation, un comité de liaison, CENI, parti politique, oui. Où nous nous rendons donc à la maison des élections, nous faisons valoir nos points de vue, nous présentons nos recommandations à la CENI et nous suivons la situation. Et la CENI, comme vous vous en souvenez, a commencé par dire pas de calendrier global, voulait saucissonner un peu les choses, sous la pression au niveau interne, mais aussi au niveau international, on a fini par avoir ce calendrier électoral global. Donc, vous pouvez voir que les partis politiques, et de l'opposition en particulier, ont joué leur rôle parce que nous avons voulu ce calendrier. Mais ce calendrier, il y a beaucoup de lacunes. Là aussi, on l'a relevé, la LIDEC en particulier, et on a demandé un réajustement. La CENI semblait traîner les pieds en disant non, il n'y aura pas de réajustement. Mais là, finalement, on va vers ce que nous voulions au tout début. Et les élections maintenant des gouverneurs, on sent bien comment la CENI patauge. Mais elle patauge aussi pourquoi? Là, on pourrait dire que tout n'est pas la faute de la CENI, parce qu'il y a eu cette loi sur le découpage territorial qui télescope la loi électorale. Et la CENI maintenant se demande que faire. Le pouvoir exécutif ne lui envoie pas toujours les bons signaux. Et résultat, la CENI maintenant fait recours à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle étant saisie, l'opposition non plus ne se tait pas. Elle demande à la Cour de trancher en toute responsabilité, voyant d'abord les intérêts du peuple congolais, surtout cette question du choix des dirigeants. Donc, nous ne sommes pas là, les bras croisés, et subitement on se réveille. Nous étions réveillés depuis le départ, nous brandissions à chaque fois un signal d'alerte, mais que la CENI ne saisissait pas au bon. Et aujourd'hui, bon, on se retrouve dans cette situation absolument incertaine. Justement, mais parce que la CENI, lorsque la CENI va devant la Cour constitutionnelle, ça veut dire que quelque part, vous ne l'avez pas accompagné, parce que au-delà du fait que vous puissiez avoir un cadre de concertation, par exemple les décaissements pour les opérations préélectorales, c'est quelque chose que vous devriez suivre. Est-ce qu'on donnait suffisamment l'argent à la CENI pour les opérations de fiabilisation du fichier? Nous parlons, nous faisons pression, mais le pouvoir exécutif qui est l'ordonnateur ne suit pas, fait ce bon lui semble. Et voici pourquoi nous sommes dans cette situation-là, complètement incompréhensible. On a maintenant 26 provinces et dans 21, nous n'avons pas de gouverneur. Les assemblées provinciales ont clôturé sans adopter leur règlement intérieur, etc. Donc, conditions pour qu'on puisse élire les gouverneurs. Et maintenant, on fait quoi? On se retrouve dans une situation, on se dit maintenant, on tergiverse. C'est souvent comme ça que le Congo opère. Mais on met la charrue avant les bœufs. Ça profite à qui tout ça? Eh bien, ça ne profite en tout cas pas aux Congolais, pas au peuple congolais. Et c'est à se demander, ceux qui prennent ce genre de décision, qu'est-ce qu'ils ont réellement dans la tête? Parce que c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a des provinces qui sont là, découpées, et ils n'ont pas à leur tête un exécutif. On ne sait pas qui va collecter les taxes, on ne sait pas qui va prendre telle décision. Les gouverneurs
sont censés aider aussi à l'organisation d'autres élections, ils ne sont pas là. Donc, c'est carrément Alors, un désordre qu'on aurait pu éviter en réfléchissant un peu. Justement, c'est vrai que la loi sur la réforme ici, hein, il faut prendre les termes du ministre de l'Intérieur qui préfère qu'on parle de la réforme administrative. Alors, mais aujourd'hui, cette situation telle que nous sommes là, s'il y avait une solution à proposer entre nommer les gouverneurs, parce qu'on ne sait pas les élire, la CENI évoque le problème des moyens. Sur le plan logistique, il n'y a pas de moyens pour aller organiser des élections dans ces assemblées, ainsi de suite. Alors s'il faut les nommer, on violerait la Constitution. Finalement, quelle est la voie de sortie? La voie de sortie, en tant que démocrate que je suis, et pour éviter tout arbitraire, je me dis qu'il faut aller aux élections. Il faut des gouverneurs. Il faut penser à dégager des ressources pour ça. Et je me demande vraiment si on s'est vraiment attelé à cela. Par exemple, les élections provinciales. La CENI nous a dit à corps et à cri, il faut présenter vos candidats. Bon, elle a évidemment, elle a eu à prolonger les délais de dépôt des candidatures. On s'est tous précipités pour le faire, tant bien que mal. Ça a été vraiment un vrai parcours du combattant pour de nombreux partis politiques. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la liste définitive des candidats. Est-ce normal? Alors, et maintenant, les fonds qui ont été déposés pour ces candidats, qu'est-ce que l'État en fait? Une totale opacité. Nous ne savons pas. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut continuer à faire les choses? Mais aujourd'hui, oui, vous voulez qu'on tienne au calendrier, vous voulez qu'on respecte les délais légaux, c'est bon. Mais regardez les exigences que l'opposition, moi je parle de l'opposition en général, présente. Non, nous ne voulons pas les glissements, nous ne voulons pas les dépassements des délais constitutionnels, mais vous exigez par exemple l'enrôlement des nouveaux majeurs, ce qui est une bonne chose, mais qui implique un coût supplémentaire 1 milliard et je crois bien 200 millions que la CENI a demandé pour organiser toutes les élections. Il faut y ajouter aussi de l'argent pour la révision du fichier électoral, notamment avec l'enrôlement des nouveaux majeurs. Vous ne voyez pas que c'est mettre de l'eau au moulin de ceux qui veulent parler du glissement? Oui, ceux qui le disent n'ont pas tout à fait tort. Et nous, en tout cas, à la LIDEC, la Ligue des démocrates congolais, on a dit depuis le départ que nous étions pour le dialogue. On ne peut pas être un politique et s'opposer à un débat, à un dialogue politique, pour résoudre des problèmes qui sont réels. Mais nous disions ceci, un dialogue, oui, mais un dialogue pour quoi faire? Un dialogue pour discuter des questions électorales. Justement, les questions que vous posez, les nouveaux majeurs par exemple. Et vous parlez de l'opposition, je suis la première à le dire, et chaque fois que je peux, je le dénonce. L'opposition congolaise n'est pas cohérente. Rappelez-vous, les mêmes qui demandaient un dialogue hier, dans la coalition pour un vrai dialogue, à la sortie des concertations nationales, vous vous en souvenez? Quelque temps après, disent non au dialogue. Certains ont dit oui au dialogue, non, et puis oui. Donc on est vraiment incohérent. Mais il faut savoir pourquoi on prend une... Mais la politique est dynamique. Elle est dynamique, oui, mais il faut avoir une certaine cohérence aussi. Et quand on essaye de se poser la question, mais pourquoi un non, pourquoi un oui, on n'arrive pas à comprendre. Et moi, personnellement, si je dois parler de moi-même, j'ai passé près de 24 ans dans le système des Nations Unies, fonctionnaire aux Nations Unies. Justement, à un moment donné, j'étais dans le cabinet du secrétaire général des Nations Unies, m'occupant des questions africaines. Et tout mon credo pendant toute ma carrière aux Nations Unies, c'était négociation, dialogue, pour parler. Donc je prêchais ça. Alors ça serait absolument un non-sens de ma part aujourd'hui de dire non à un dialogue. Mais il faut savoir pourquoi on veut aller à un dialogue. Oui, c'est ça la grande question. Effectivement, au-delà du fait que vous
de cette question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, la CENI et peut-être le gouvernement sera aussi obligé d'arrêter un petit moment parce qu'il y aura un dialogue qui va avoir lieu. On ne sait pas dans quelles conditions et qu'est-ce qui va être dit, comme vous êtes en train de poser, mais on a déjà une certaine idée. Par exemple, l'UDPS a présenté un cahier de charges, parlé de crise électorale de 2011, enrôlement de majeurs, restructuration de la CENI. Tout ça, ça implique il y aura une incidence certaine sur la marche du pays vers les élections, certainement. Alors, est-ce que l'opposition pense à tout ça? En tout cas, la LIDEC y pense. La LIDEC a eu aussi à faire des propositions. Et ce que nous disons, c'est que novembre 2016, élection présidentielle, législative, on n'y touche pas. On a ça comme marque. On a ça comme ligne rouge à ne pas bouger. Et puis maintenant, on regarde de ce novembre 2016 à aujourd'hui, septembre 2015. Et on dit qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les problèmes qui se posent et quelle réponse on peut apporter à chaque problème qui se pose. Mais pour les poser et pour trouver des pistes de solutions, voire des solutions, il faut bien parler, il faut bien être autour d'une table. Mais ceux qui ont peur du glissement, qui disent tout dialogue va mener à un glissement, moi je leur rappelle que aux concertations nationales, on a dit aussi, les concertations, on va changer la Constitution, on va changer l'article 220. Il n'y a pas eu de changement. Alors, ceux qui disent glissement, moi je me dis, de quoi au fond ont-ils peur? Oui, on va glisser, on va dépasser les délais, mais est-ce qu'ils n'ont pas peur en fait du manque de moralité de la classe politique congolaise? Parce que on se dit, on va se retrouver autour de cette table, certains vont laisser leur conscience être apprivoisée ou achetée, et c'est pour ça qu'ils ont peur. Mais si ils savaient, moi je suis incorruptible, voilà ma position. Incorruptible ne veut pas dire inflexible, mais je vais aller là-bas, discuter des questions réelles, mais penser à l'avenir du pays, peut-être que les choses se présenteraient autrement, il y aurait une autre dynamique. Alors, le dialogue, tel que vous l'entendez, on le dit aujourd'hui, en quoi sera-t-il différent des concertations nationales qui ont réuni les Congolais, dont certains sont venus de l'étranger pendant quelques jours au Palais du Peuple et dans d'autres salles ici, pour discuter sur les questions du pays? Qu'est-ce qui n'avait pas été dit en ce moment-là et qui le sera cette fois-ci? Mais les concertations, souvenez-vous, c'était pour discuter de l'état de la nation. C'était pour faire un état des lieux dans tous les secteurs d'activité du pays. Moi, par exemple, j'étais dans la composante économie, finances publiques, secteur productif. Il y avait sur la décentralisation, il y avait la gouvernance, il y avait sur les problèmes de sécurité. Donc, aujourd'hui, on a fait l'état des lieux et on a fait des propositions. Et on a fait des recommandations très solides, à mon avis, que malheureusement, on n'a pas appliquées. Ça, c'est un autre problème parce que dans notre pays, j'ai l'impression qu'on se distingue dans cela, avoir de belles initiatives, de grandes réunions, de grandes assises, comme vous vous souvenez, celle sur le coulage des recettes, et puis nous n'appliquons pas. Mais aujourd'hui, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, à mon sens, il faudrait circonscrire le dialogue aux questions électorales qui sont d'une grande urgence et de qui dépend ces questions vont vraiment déterminer l'avenir du pays. Si nous ratons ces élections, si nous les bâclons encore une fois, Dieu seul sait ce qui peut arriver à notre pays. Nous avons vu ailleurs ce que des élections bâclées ont donné comme résultat. Donc il ne faudrait pas que ça nous arrive à nous, en RDC. Et que nous, en quelque sorte, que nous sacrifions cette paix durement acquise, que nous n'avons toujours pas consolidée. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait focaliser sur les questions électorales, trouver des solutions, trouver des compromis, mais pour que cette ligne rouge de novembre 2016 ne soit pas
franchi. Mais moi, personnellement, en tant que président national de la Ligue des démocrates congolais, il y a une autre question que je trouve absolument essentielle, cruciale, mais personne n'en parle, ou très peu de gens en parlent, et que je pense qu'on devrait aussi en discuter lors du dialogue. Oui. C'est l'article 71 de la Constitution, qui impose, depuis janvier 2011, l'élection du président de la République à un seul tour. Je me dis, cet article, c'est dramatique, parce que en 2016, imaginez-vous, il y aura pas mal de candidats. Et avec une élection présidentielle à un seul tour, nous risquons d'avoir un président élu avec 25%, voire 30%. Mais Monseigneur Mosengo, à l'époque, pour ne pas vous couper, oui, le cardinal Mosengo l'avait déjà fait savoir en 2011, immédiatement après la révision constitutionnelle. Mais vous savez ce qu'il avait connu comme sort dans la ville. Aujourd'hui, vous prenez ce courage de revenir sur cette question. Mais là encore, je sais que tout ce qui est changement de la Constitution est tabou dans notre pays. C'est vraiment... il ne faut pas en parler, il faut même pas y réfléchir. Mais moi, je pense aussi qu'en tant que leader politique, il faut anticiper les problèmes. Parce que 2016, ça sera ça. Pas mal de candidats. Un seul tour, on aura un président à 25%, 30%. Mais au-delà du score, voilà. Au-delà du score, 25%, bon, c'est peut-être comme... c'est la démocratie, on peut dire même avec 25%, si on a 25% alors que les autres ont 0,00 en bas, vous avez été élu. Donc vous serez à l'aise avec un président élu à 25%. Non, je voudrais savoir maintenant comment dire, quels sont les autres méfaits, justement, d'avoir privé au peuple congolais ces deuxième tours-là. Mais je trouve ça des méfaits immenses. Par exemple, aujourd'hui, pas mal de gens dissertent sur le fait que, oh oui, en RDC, il y a quoi? Il y a 434 ou 440 partis politiques. Une opinion politique fragmentée comme ça. Mais si nous avions deux tours, le premier tour permet d'élaguer, le deuxième tour permet de rassembler. Oui. Et ce deuxième tour-là permettrait aussi de rationaliser la scène politique congolaise. Alors, je me dis que c'est vraiment dommage parce que moi, ce que je préconise, c'est que même avant d'aller dans ce dialogue-là, il y ait un engagement, mais solennel, des leaders politiques en disant, nous irons à ce dialogue, mais avant toute chose, nous signerons un genre de pacte républicain dans lequel nous dirons, nous voulons changer l'article 71 et seulement l'article 71. Alors, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas encore cette maturité politique. Ça, le débat que vous soulevez, c'est ça le débat de fond, justement. Est-ce que, en tant que cadre de l'opposition, président d'une formation politique, oui, comment voyez-vous, comment analysez-vous personnellement, vous êtes juriste aussi de formation, la constitution, la composition ou le fonctionnement de nos partis politiques aujourd'hui? Est-ce que jouent-ils véritablement leur rôle? Nous ne jouons pas notre rôle. Nous ne jouerons pas notre rôle qui est d'abord d'éducation. Moi, je vois d'abord d'éducation civique de la population, conscientisation. Et puis, bon, tout parti politique, on est là pour concourir au pouvoir politique. Bon. Même par de compromis. Hein. Exactement. Mais non, chacun est là pour voir comment il peut se positionner, ce qu'il peut obtenir. Et surtout, ce qui est absolument flagrant, c'est l'absence vraiment de moralité politique. Et je l'ai vu dernièrement, j'ai pu le constater lors des dépôts des candidatures aux élections provinciales. Vous avez des candidats qui sont avec vous depuis un moment, que vous avez identifié, sélectionné pour être candidat dans telle circonscription, dont vous financez la candidature. La personne arrive là, est sollicitée par un autre parti. Il y a eu de ces partis qu'on dit des plus grands partis
qui vont sur le terrain parce que eux, ils se sont préparés à la dernière minute, ils n'ont pas leur candidat avec un dossier complet. Qu'est-ce qu'ils font? Pour 100, 200, 300, 400 dollars, mais parfois même 100 dollars, ils achètent votre candidat. Donc, il n'y a absolument pas de moralité. Absolument pas de moralité. Vous faites élire dans telle circonscription sous le parapluie ou le drapeau de tel parti, vous arrivez à Kinshasa, vous retournez votre veste. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Et au niveau des militants, c'est de ne pas comprendre que le parti dans lequel je suis membre, il m'appartient aussi. C'est à moi de faire de ce parti où je voudrais qu'il aille. Mais vous voyez que ces militants, non, attendent tout que la présidente nationale ou le président fasse tout. Mais alors là, absolument tout. Alors, donc là, et quand je dis tout, y compris leurs problèmes personnels. Donc, là, oui. Ça devient... Alors, dans ces conditions, peut-on vraiment dire qu'il y a des partis politiques dans notre pays? Il y a des partis politiques, oui. Et nous sommes confrontés à de nombreux défis, ceux dont je viens de parler là. Et que, bon, je dirais, on est dans une phase embryonnaire de la démocratie. On est en voie de démocratisation, si vous voulez. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à conscientiser, à mobiliser, à implanter. Mais voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Alors, la question qui vient après, c'est est-ce que la situation que connaît notre espace politique, c'est-à-dire l'absence criante des démocraties, est-ce que cette situation n'est-elle pas la conséquence de l'absence de vrais partis formés par des individus, pas par un individu, mais des individus dans un sens pour concourir au suffrage et avoir le pouvoir et le conserver le plus longtemps si c'est possible? Non, moi je pense que si vraiment au niveau de l'exécutif, on avait cette volonté de promouvoir la démocratie. J'ai entendu que le président de l'Assemblée nationale qui était à New York pour une réunion des présidents des parlements disait ça, et nous devons consolider notre démocratie. Si nous voulons vraiment consolider notre démocratie, il faut que le pouvoir exécutif, les pouvoirs publics contribuent à la promotion et au respect des libertés fondamentales. Mais ce qui n'est pas le cas encore dans notre pays. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons un parti, il est créé, bon, je prends le vôtre, c'est votre parti, vous pouvez défaire qui vous voulez sans tenir compte du Congrès ou de l'Assemblée générale, généralement. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, mais je dirais d'abord, les pouvoirs publics ont leur part à faire, qu'ils ne font pas toujours, à savoir promouvoir les libertés publiques, les libertés fondamentales, liberté d'opinion, de manifester, de s'exprimer. Mais je dirais aussi les pouvoirs publics eux-mêmes ne respectent pas toujours la loi. Nous avons 440 et quelques partis politiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles pour avoir un parti politique. Hein? Il y a des règles. Vous déposez votre agrément, oui, mais vous êtes tenu d'avoir un siège, d'avoir un compte en banque, d'avoir des membres fondateurs qui représentent tout le pays, etc., etc. Mais vous voyez qu'il y a des partis qu'on pourrait appeler des partis mallettes, des partis salons, qui sont créés à la dernière minute, qui ne respectent pas tout cela. Mais ils sont quand même avalisés par le ministère de l'Intérieur. Mais que valent toutes ces personnes si vous venez avec votre argent, vous mettez votre immeuble, vous faites tout ce qu'il faut faire, c'est votre compte bancaire. Vous pensez à ce moment-là, que valent les autres qui viennent avec vous, peut-être pour vous accompagner, pour avoir les 11 délégués des 11 provinces comme c'était exigé? Non, vous posez de véritables questions. Parce que si, au départ, celui qui adhère à un parti politique dit ce parti est vraiment le mien, je vais participer activement, mais l'une de mes premières responsabilités, c'est chaque mois donner ma contribution, les choses changeraient. Mais ça,
les gens, quand vous leur parlez de ça, disent non, qu'est-ce que vous voulez, c'est la pauvreté, les gens sont au chômage, etc. Je dis même quand les gens sont au chômage, ils peuvent faire un effort. Nous, dans notre parti, par exemple, on a eu une réunion de jeunes il y a quelques mois. On leur avait posé la question. On leur avait dit, est-ce que donner au parti 500 francs par semaine, c'est trop vous demander? Ah, t'es 500 caca, non, ils ont bon mouké, boy. Donc, 500 par mois, ça fait 2 dollars. Ah oui, tout ça. Mais même ça, ils ne le donnent pas. Mais allez, sortez d'ici, rentrez chez vous. Moi, en tout cas, quand je rentre chez moi de Télé 7, mais toutes les terrasses que je vais voir le long du chemin, les gens sirotant leur bière, etc. Et pas une bière, plusieurs bières. Ou bien quand il y a un match de foot, ah, pour rien au monde, ils vont manquer. Ou bien quand ils vont à l'église, les mambonzas, ça ne manque jamais. Mais pour une cause, leur cause politique, là, non, ils ne donnent pas. Donc, les responsabilités sont partagées. Mais est-ce que vous expliquez suffisamment l'idéologie? Nous expliquons. L'idéologie, si vous expliquez, peut-être, il y a des partis qui n'ont même pas d'idéologie. Ils ne savent pas, est-ce que c'est un parti de gauche ou un parti de droite? Ça, personne ne sait. On crée des partis comme des ONG. Non, certains partis, certainement, sont comme cela, pas le nôtre. Mais comme je vous dis, ce sont des réels défis. Mais s'il y avait vraiment une volonté de vouloir assainir, entre guillemets, assainir le climat des partis politiques, l'environnement des partis politiques, je pense que la première des responsabilités revient au pouvoir public, au ministère de l'Intérieur, de voir un peu plus clair comment les choses se passent. Et puis, à nous aussi, leaders de partis politiques, de continuer ce travail d'explication, etc. Mais nous voyons que les enjeux sont difficiles, les défis sont énormes, parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à Kinshasa, le pays est immense. Donc c'est un réel défi, mais il faut continuer. Alors, il nous reste très peu de temps, on va quand même parler de la LIDEC, votre parti. Nous sommes en train de traverser, j'allais parler d'un virage très difficile et très compliqué pour l'instant, en allant vers les élections. Quelle est la santé actuelle de votre parti? La santé, je l'ai dit en filigrane, hein, dans tout ce que j'ai dit. La LIDEC se porte bien dans le sens où nous continuons notre combat politique qui est de mobiliser davantage, implanter davantage et pas se limiter seulement à Kinshasa. Mais les défis sont énormes. Les défis sont énormes parce que déjà notre capitale est immense et le pays est immense. Donc, nous n'avons pas atteint le niveau que nous souhaiterions atteindre, à savoir être représentés dans toutes les provinces. Et surtout maintenant que nous avons 26 provinces, il faut accroître sa présence dans ces provinces-là. Et c'est un réel défi qui demande aussi beaucoup de moyens. L'argent est réellement le nerf de la guerre, dans ce cas précis. Et nous sommes confrontés justement à des militants qui ne se mobilisent pas, pensent que absolument tout doit venir de la présidente et nationale. Et quand en plus ils ont des problèmes personnels, de maladies, de maison ou de rentrée des classes, bon, on appelle la présidente, on vient voir la présidente. Donc en plus de ça, il y a ça. Donc c'est un réel problème. Mais le plus important, c'est que malgré ces difficultés, nous ne baissons pas les bras, nous continuons. Alors, en tant que leader de cette formation politique, vous vous battez pour quel idéal? Quel est le sens du combat que mène la LIDEC? Ou pour quel objectif final? La LIDEC est partie, vraiment, si je dois vous parler de la genèse qui a mené à la création de la LIDEC, c'est une simple réflexion. J'étais aux Nations Unies à l'époque, je ne pouvais pas m'impliquer dans un parti politique, mais je constatais des choses qui me désolaient. Je voyageais pas mal en Afrique et voir qu'un pays aussi riche que le nôtre, potentiellement l'un des plus riches pays de la planète, qui ait autant de pauvreté, ça me dépassait, ça me révoltait, ça m'indignait. Et cette réflexion, j'ai pu la mûrir, la creuser avec des Congolais de la diaspora, mais aussi des Congolais de l'intérieur.
Et c'est comme ça que nous avons décidé de créer la LIDEC parce qu'on ne se retrouvait pas dans les autres parties de la place. Donc, quand vous dites l'objectif c'est ça, un mieux-être pour le peuple congolais. Bâtir ce pays dont qu'on veut qu'il soit plus beau qu'avant, c'est ça. Alors, et la première des choses, évidemment, serait qu'il y ait vraiment une paix et une stabilité durable dans ce pays, parce que sans ça, nous ne pourrons pas vraiment promouvoir un développement durable. Mais deuxième objectif, mais quand je dis deuxième, ça ne veut pas dire on fait celui-là, on attend le prochain, on peut faire concurremment, c'est vraiment réduire la pauvreté. Et je me dis que si au Brésil, le président Lula a pu réduire sensiblement la pauvreté dans son pays en 8 ans, en 2 mandats, eh bien nous aussi on peut le faire en RDC. C'est absolument insupportable que 75% de la population congolaise vive comme ça avec $1 par jour. Ça, c'est absolument insupportable. Alors, quelle est votre vision sur... Et si on pouvait vraiment canaliser nos ressources, si on pouvait réduire la corruption et en tout cas et mettre fin à l'impunité, parce que c'est parce qu'il y a l'impunité que la corruption se poursuit, eh bien, on pourra avancer beaucoup de choses. Alors, je voulais savoir quelle est la vision de la LIDEC en ce qui concerne l'éducation et la santé et l'agriculture. L'agriculture, c'est vraiment un de mes dadas, mais je commencerai par l'éducation. Juste un chiffre. L'UNICEF nous a dit l'année dernière que environ 71 millions d'enfants congolais de moins de 17 ans ne vont pas à l'école dans ce pays. Est-ce que vous trouvez c'est ahurissant? Et c'est nous hypothéquons notre pays avec ce genre de politique. Le ministre de l'enseignement nous dit que oui, on construit des écoles, oui, bon. Nous réfutons pas qu'il y a eu quelques progrès, mais je pense que les progrès sont trop lents. On ne met pas assez d'argent. Le budget est trop faible pour l'éducation. Comme le budget est très faible pour la santé, la même chose pour l'agriculture. Et pourtant, nous, la RDC, on avait signé cet accord de Maputo qui dit 10% du budget national consacré à l'agriculture. Il n'en est rien dans notre pays. Et on nous crée des parcs agro-industriels, on dit voilà la solution, voilà c'est ça qui va moderniser l'agriculture au Congo. Moi, je ne pense pas. Quand vous regardez les pays industrialisés aujourd'hui qui ont justement commencé par le développement du secteur primaire, leur agriculture, ils n'ont pas commencé avec des parcs agro-industriels. Ils ont commencé en mettant le paysan de leur pays au centre du développement agricole. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Parce que dans notre pays, 70% de la population à peu près vit en milieu rural. Donc, les paysans sont majoritaires dans ce pays. Et vous pensez que Bukarangalonzo va pouvoir engager tous ces paysans? Et je ne suis pas en train de dire non à des parcs agro-industriels. Oui, c'est un modèle qu'on peut aussi maintenir, mais il faut aussi, si on mettait l'argent qu'on met dans les parcs agro-industriels pour promouvoir l'agriculture paysanne, je pense qu'on n'aurait pas de problème à avoir à importer 90% de ce que nous mangeons et avoir l'insécurité alimentaire, etc. Donc, il y a des choix à faire qu'on ne fait pas. Quand on voit les choix qu'on fait, on se pose vraiment des questions, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement pour que vraiment notre pays avance et avance plus vite? Nous avançons à pas de tortue. Alors, dans le domaine des infrastructures, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous pour sortir le pays de cette situation? Mais là encore, c'est une question de choix. Juste un exemple rapide, on arrive en fin d'émission. Les gens sont là en train de s'extasier devant le boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, etc. Oui, ce sont de belles réalisations. L'aérogare, oui, de Njili, bien que je suis un peu déçu, je pensais qu'on allait au moins avoir un aérogare de la taille de ce que Brazzaville a, mais le nôtre est tout petit, bien qu'on soit un pays si grand.
on se dit, on voit l'hôtel du gouvernement, on se dit oui, d'accord, mais où est-ce qu'on a la place de l'artisan congolais dans cet édifice? Est-ce qu'on lui a donné des parts de marché? On se rend compte, non. Donc je me dis que à chaque fois j'ai l'impression, et pas seulement une impression, quand je me donne la peine de creuser, qu'on n'a pas mis le Congolais au centre. On parle beaucoup dans le discours, promouvoir la classe moyenne congolaise, mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait pour la promouvoir? Accès au crédit, des facilités, etc. Non. Donc, il faut, si on mettait plus le Congolais au centre de nos choix en matière de développement, je pense qu'on n'en serait pas là où nous en sommes. Voilà, Madame Kombo, on était déjà en train d'avoir des éléments de votre projet de société. Peut-être que lors d'une prochaine émission, on pourra parler de votre vision économique du pays. Oui, pourquoi tout pas? à fait, avec plaisir. C'est que beaucoup de partis politiques ont difficiles à présenter devant l'opinion. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, vous vous battez dans la rue, vous faites ceci, vous dites cela. Mais si vous prenez le pouvoir, qu'est-ce que vous serez capable de faire? Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Invitez-moi une prochaine fois et je vous dirai en détail ce que nous pensons faire. Mais en tout cas, le focus de la LIDEC, c'est les femmes, les jeunes. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que les gens qui vont suivre vont apprécier ce que vous avez dit par rapport à d'autres propositions que font d'autres formations politiques. Mais elles ne sont pas nombreuses, ceux qui ont en tout cas ceux partis qui ont le courage de nous dire ils sont de quelle idéologie, ils veulent quoi. Est-ce que vous les invitez vraiment? Donc voilà, il faut les inviter plus. L'invitation est donnée à tout le monde. En tout cas, nous sommes ouverts à tout le monde. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission et merci à vous pour vos analyses. C'est moi qui vous remercie, M. Charles. À la prochaine. Merci, au revoir.